Tá tudo pronto, então? Acho que vou esperar a água do Marcos. Tá. Então, a seguinte pergunta. Você pode, depois isso pode, tem que ser estado? Sim. On va entendre le bruit de la rue, là, dans l'enregistrement. Pas trop, non? Non, vous avez l'habitude, mais moi je l'entends. Moi, j'en entends rien. On peut commencer, je pense. Ça va? On peut. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Je vous remercie d'abord pour avoir accepté de faire l'entretien avec nous. Et on va commencer alors par des questions générales sur la discipline. La première, c'est la suivante. Dans les années 60, l'institutionnalisation des tendances structuralistes dans l'université parisienne, parmi lesquelles la sémiotique, a été dans une certaine mesure la conséquence de l'essor éditorial provoqué par des auteurs comme Barthes et Foucault. On peut même dire qu'une partie de la pensée structuraliste a été développée en dehors des limites de l'université. Quelle est la position institutionnelle que la sémiotique occupe actuellement? Quels sont les groupes, les lignes de recherche et les grands noms de la sémiotique héritière de Greimas aujourd'hui? Je pourrais répondre pour ce qui concerne la France, puis après on verra pour le reste du monde. D'abord une remarque, au moment du structuralisme, les grandes lignes de recherche de la linguistique structurale se sont beaucoup développées dans les universités de province. Ça a été le premier, en France en tout cas, ça a été le premier le point de départ et le premier moment de développement parce que les universités parisiennes, au contraire, refusaient d'accueillir le structuralisme dans les années 50-60. Ensuite, il y a eu des universités nouvelles qui ont été créées à Paris, comme Nanterre par exemple, ou Vincennes, qui, avant ou après 1968, qui ont accueilli des professeurs de linguistique structurale ou d'autres disciplines relevant du structuralisme. Et il faut bien se rappeler que le structuralisme a été en conflit dans les années 60 et même 70 assez violemment avec la Sorbonne, avec l'ensemble des universités parisiennes traditionnelles. Barthes, par exemple, était en polémique permanente avec les professeurs de la Sorbonne. Bien, donc ça c'est une première chose. Ensuite, les principales lignées du structuralisme se sont éteintes, ou en tout cas transformées d'une manière qui les rendait peu reconnaissables, que ce soit la linguistique générative qui a prolongé le structuralisme, que ce soit les différentes philosophies qui ont prolongé Foucault, sauf la sémiotique structurale de Greimas, qui a duré, qui dure encore, et qui a réussi à durer principalement parce qu'elle s'est implantée dans le monde entier. À la différence de la linguistique structurale française, qui n'a pas pu s'implanter principalement à cause de la grammaire générative, qui était implantée, elle, déjà très fortement depuis les années 60 dans tous les pays anglo-saxons. Donc la sémiotique inspirée par Greimas a réussi à s'implanter dans une moitié du monde, en quelque sorte, l'autre moitié étant occupée par la sémiotique persienne. Mais la sémiotique persienne était moins fortement résistante que la linguistique générative par rapport à la linguistique structurale. Je pense pour une raison très simple, c'est que la linguistique générale est une suite de la linguistique structurale. La linguistique générative, excusez-moi. La linguistique générative est une suite, est une refonte d'un projet en prolongement de la linguistique structurale. Tandis que sémiotique persienne et sémiotique greimassienne sont deux solutions complètement différentes et qui ne sont pas du tout dans le prolongement l'une de l'autre, pas du tout. Et donc voilà, je crois que un des grands mérites tactiques de Greimas, ça a été d'avoir tout de suite ces relations avec toute l'Amérique latine, le Québec, l'Europe principalement, mais aussi quelques pays en Asie.
Donc aujourd'hui, il y a toujours une sémiotique qui est inspirée par l'œuvre de Grémas, mais ce n'est pas en France qu'elle est le mieux représentée. En nombre, en tout cas, enfin en nombre de chercheurs, en nombre de professeurs, ce n'est pas la France qui a le plus de puissance dans cette sémiotique. Les deux pays qui ont le plus de puissance dans cette sémiotique, c'est l'Italie et le Brésil, ou le Brésil et l'Italie, enfin comme vous voulez, peu importe. La particularité de la France dans ce dispositif, c'est que les chercheurs français qui sont actifs en sémiotique ont presque tous travaillé avec Grémas directement. Donc on l'a connu non seulement à travers son œuvre, mais en collaborant directement avec lui, en pouvant échanger avec lui, ce qui évidemment nous facilite, en tout cas à moi, la perception de ce qu'il est possible de faire pour faire évoluer la théorie, de ce qui n'est pas possible de faire. Enfin, ça nous permet d'avoir une appréciation plus directe quand même de la manière de conduire la suite des travaux. Puis, moi je pense que c'est un exemple d'ailleurs dans mes travaux de cet état de choses, parce que il y a des choses qui dans l'œuvre de Grémas sont très peu développées, qui sont des intuitions qu'il a eu à un moment, il en a parlé dans un texte, etc. Mais nous on savait qu'il y tenait, nous on savait qu'il aurait voulu que ce soit développé, et ensuite on l'a développé alors que ça correspond à une phrase quelque part, ou à un petit article ailleurs, comme les pratiques, les formes de vie, etc. Et la notion de pratique, il l'a abordée à travers praxis énonciative. Les praxis énonciatives chez Grémas, ça doit occuper une phrase bleue quelque part, enfin, il n'y a presque rien. Voilà. Donc c'est ce qui fait la particularité de la sémiotique française. C'est pas sa puissance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et c'est le fait que presque tous ceux qui sont actifs ont travaillé à un moment donné auprès de Grémas. Et puis aujourd'hui, il y a, depuis que Grémas est parti à la retraite et disons même depuis qu'il est mort, ce qu'on a pu constater, c'est que son emprise sur la théorie et sur une certaine orthodoxie, évidemment, a disparu, et que ça a favorisé l'apparition de projets plus personnels des uns et des autres, de tendances qui sont pas toutes incompatibles du tout, mais enfin qui se différencient. Alors qu'à l'époque où Grémas avait toute l'emprise sur tous les groupes de collaborateurs, tout le monde parlait de la même voix en quelque sorte. Mais ça fait partie de la richesse d'une discipline aussi, que différentes voix puissent s'exprimer à un moment donné. Je pense qu'on aurait continué longtemps de la même manière que Grémas l'imposait d'une certaine manière, la sémiotique n'aurait pas duré. Parce que si vous remarquez par exemple ce qui se passe au Brésil, le Brésil a une sémiotique vivante parce que il s'est emparé, les chercheurs se sont emparés tout de suite de la diversité des propositions. En accentuant souvent d'ailleurs les différences. Ça m'a beaucoup étonné en revenant au Brésil cette fois-ci. J'ai constaté que ce qui pour nous constitue des styles de pensée individuels, au Brésil ça devient des tendances presque incompatibles entre elles. Mais c'est provisoire ça. Ce qui importe, c'est que cette diversification a permis justement à cette sémiotique de perdurer ailleurs dans le monde. Et avec des retours, c'est-à-dire ceux qui adoptent plutôt la sémiotique tensive, la travail, font des propositions, ceux qui adoptent autre chose, travail et font des propositions, il y a une vraie dynamique. Alors maintenant, les différentes tendances, moi je dirais qu'il y en a une qui se différencie assez profondément de la sémiotique issue de Grémas, c'est celle de Coquet. Parce que Coquet a commencé par une sémiotique reposant sur la théorie des modalités, à l'époque où Grémas développait la théorie des modalités, et à cette époque-là, c'était deux manières un peu complémentaires et différentes d'aborder la question des modalités. Grémas en faisait le moyen de décrire plus finement les rôles des actants et leur parcours narratif. Et Coquet en faisait une manière de caractériser ce qui
qu'il appelait les instances énonçantes, enfin les positions modales à partir desquelles on produit les discours. Mais c'était complémentaire, en plus c'était pas au même niveau. Et puis petit à petit, pour des raisons diverses, y compris de tempérament et de personnes, Coquet a creusé la différence. Il a insisté, et insisté de telle manière que c'est la totalité de sa proposition qui devenait difficilement compatible. On peut croiser des propositions de Coquet avec celles de Grémas, mais on peut juste croiser. Moi je l'ai fait parfois, mais on ne peut pas intégrer. Donc il y a la sémiotique de Coquet, c'est vraiment constitué comme un îlot autonome autour de la subjectivité, autour de cette question des instances énonçantes, et puis surtout autour de l'idée que la signification n'advient qu'à travers une subjectivité. Donc c'est effectivement très profondément différent d'une sémiotique qui reconnaît une part d'objectivité dans la signification. Et en fait, la sémiotique de Coquet, c'est une phénoménologie de l'énonciation poussée jusqu'au bout. Donc voilà, ça c'est une différence qui est vraiment réelle. Et puis alors après, il y a la sémiotique tensive, il y a la sociosémiotique. Pour prendre le cas de la sociosémiotique, je pense que ça ressemble un peu à ce que Coquet a fait, mais de manière beaucoup moins radicale. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Landowski, dans le groupe de Grémas, représentait, parmi d'autres qui représentaient autre chose, une approche des phénomènes d'interaction sociale. Et d'ailleurs, Landowski et Grémas sont écrits ensemble sur ces questions-là, ils ont fait des livres, des articles. Donc il y avait à côté de ça des gens qui s'occupaient de textes littéraires, d'autres qui s'occupaient de psychosémiotique ou d'autres choses, ou d'images, comme Schloch. Tandis que donc, c'était la position de Landowski. Et puis petit à petit, là aussi, quand Grémas a disparu, Landowski a commencé à essayer de creuser un peu sa différence, en approfondissant la question des interactions sociales avec celle de l'expérience. Donc, ce qui d'ailleurs est tout à fait intéressant de faire une sémiotique de l'expérience. Mais je crois qu'il n'est pas... il est parvenu à faire une sémiotique de l'expérience et une socio-sémiotique intéressante, mais on n'est pas dans une rupture et une incompatibilité du tout comme avec Coquet. Il accentue, à mon avis, de manière un peu excessive la différence quand il dit le paradigme de la jonction et le paradigme de l'union. Je pense que la jonction, c'est un point de vue discontinu, l'union, c'est un point de vue continu. Les deux ne sont pas au même niveau de saisie et ils sont tous les deux légitimes selon ce qu'on veut faire ressentir. Mais lui, il souhaite qu'on les oppose, de même qu'il veut opposer le paradigme de la programmation, celui de l'ajustement. Et je pense que dans l'analyse concrète, on rencontre très peu de cas où il n'y a pas un mélange des deux. Bon, donc il ne fait pas une véritable rupture, et c'est très bien d'ailleurs. Donc la sociosémiotique d'Éric Landowski, c'est à la fois un style de pensée, et puis c'est un certain point de vue sur les interactions, qui peut être décrit d'autres manières, mais c'est bien qu'il soit décrit comme il le fait. Voilà, ça a sa place, parfait. La sémiotique tensive, c'est encore autre chose. Je pense que si Claude Zilberberg était resté seul sur la sémiotique tensive, il serait resté tout seul avec ses idées pendant 40 ans, à peu près, et les gens auraient continué à regarder ça avec un œil étrange, et pour la plupart sans comprendre ce qu'il écrivait. À un moment donné, après Sémiotique des passions, au moment de la rédaction de Sémiotique des passions, et après, où moi j'ai souhaité aider en fait quelque chose de la sémiotique tensive de Claude à rencontrer le reste du courant sémiotique, parce que dans cette sémiotique tensive, il n'y avait plus de parcours génératif, il n'y avait plus de narrativité, il n'y avait plus d'accent, il n'y avait plus, etc. Il n'y avait que des tensions sémantiques, et certes c'était intéressant, c'est vraiment intéressant, mais c'était une sémiotique qui était en train de se couper du reste, et d'une manière qui n'était pas justifiée. C'est-à-dire que la rupture n'était absolument pas justifiée. Là aussi, c'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue, c'est ce que j'expliquais hier à propos de la tensivité, c'est le point de vue de la perception des conditions d'émergence de la différence, au lieu du simple constat de la différence. Voilà.
Donc l'intensivité, c'est un autre courant. Mais il y a d'autres manières d'aborder les tendances. Par exemple, il y a des équipes ou des groupes ou des personnes qui, en Italie ou au Brésil, travaillent sur des objets d'analyse très originaux. Ce qui n'est pas le cas partout, ni en France, ni dans le monde. Tous ceux qui travaillent sur la ville, par exemple, ici à La Poupe, ou bien en Italie, tous ceux qui travaillent sur les objets design du quotidien, en Italie, ici aussi, un peu en France, mais moins. Donc là, ça aussi, ce sont pas des tendances, mais ce sont des recherches qui sont explorateurs de problèmes nouveaux. Et en explorant des problèmes nouveaux, font progresser la méthode, oblige à inventer de manière différente. Voilà.